Alors bonjour à tous. On va commencer en espérant que les autres personnes nous rejoignent. Alors attends, ma manette. Hop. Alors je suis Marion Denot, je suis chargée de mission industrie des loisirs au sein d'ADI. Je m'occupe plus particulièrement des filières tourisme, culture et sport. Et mon métier, c'est de créer des écosystèmes innovants dans chacune de ces filières. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous parler de tourisme, culture et de sport, mais bien de transformation numérique. Et du coup, j'ai été chargée d'animer cet atelier en collaboration avec Antoine Lamarche. Bonsoir. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Antoine Lamarche. Je suis le deuxième. Je suis le directeur de Digital Aquitaine. Donc on est une association qui a des missions d'un pôle de compétitivité. Donc on fait de l'innovation et on s'articule effectivement sur les notions de transformation numérique. Donc je suis là pour accompagner Marion. Alors, pour jouer avec nous, parce qu'un débat mouvant, vous allez voir, on va bouger. Enfin, en tout cas, les personnes qui sont déjà là sur la scène avec nous vont bouger d'un côté ou de l'autre. Il y a certaines règles du jeu à respecter et Antoine et moi, on va vraiment veiller à ce que ce soit respecté. Donc, il faut faire part de vos avis sans crainte. Il faut s'écouter les uns les autres. Faites preuve de bienveillance. Il n'y a que des bonnes idées, et je le dis souvent, il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste des avis contraires où vous ne partagez pas les mêmes avis. Mais pour ça, il faudra argumenter, faire preuve d'esprit critique, mais ne pas juger. Et surtout, nous, on vous recommande de vous amuser parce que vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, mais il n'y a rien à gagner. Hein. Non, il n'y a rien à gagner. Alors, pour bien vous expliquer, donc on va vous donner un certain nombre d'affirmations clivantes. Donc, le public, les participants, vous allez pouvoir jouer. Et en fonction de ces affirmations, on va être soit d'accord, donc on va se rallier de ce côté ici, soit pas d'accord, et on va se mettre de ce côté-là. Mais bien sûr, des fois, on doute. On ne sait pas trop si on est d'accord ou pas d'accord, ce qui est normal. Donc, il y a la rivière du doute qui est au milieu. Et donc, on peut s'y positionner en sachant qu'on ne peut pas y rester trop longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra quand même choisir son camp et que forcément, les argumentaires des uns ou des autres vont vous interpeller. Et donc, du coup, vous allez passer soit en pas d'accord, soit en d'accord. Alors, il y a déjà quelques participants qui nous ont rejoints. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent venir jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Et en sachant que dans le public aussi, vous allez jouer, puisqu'on vous a mis sur vos petites chaises des petits cartons. Donc au début, on s'était dit, on transphonime, on va faire une application, tout ça. En fait, non, on s'est dit que le numérique, ce n'était pas une fin en soi, qu'on allait plutôt se la jouer un peu en théâtre d'improvisation. Donc le petit vert, c'est pour d'accord, le petit rouge, pas d'accord, et le blanc, c'est la rivière du doute. Il vous manque juste les chaussons, vous ne pouvez pas nous huer ou nous envoyer des chaussons. Voilà, ça serait la différence du jour. Alors, la thématique, puisqu'il en faut une pour que ça soit tranché. Donc, rassurez-vous sur l'innovation de rupture et les relations aux startups et aux labos. L'idée, c'est de voir effectivement aujourd'hui, dans la transformation numérique, l'innovation, elle passe par quel chemin, en fait. Donc ça, c'est le thème. Voilà, c'est le thème imposé. Donc on va commencer, on va vous donner la première affirmation clivante. Les personnes qui sont là vont se positionner. Et puis franchement, s'il y en a qui veulent venir nous rejoindre, il ne faut pas hésiter. Et puis vous allez pouvoir lever votre petit carton. Alors c'est parti. Donc la première affirmation, c'est l'open innovation est la seule façon de faire de l'innovation de rupture. D'accord, pas d'accord, rivière du doute. Ouh là là, il y a beaucoup de rouge. Donc il n'y a pas de débat là. Et dans le public? C'est que du rouge. Non, il y en a il y a du blanc, rivière du doute. Oui. Faut vous lever très haut parce qu'en fait on est. On a le droit d'être contre cette affirmation, hein. Et on a le droit d'être contre. Carrément. Alors on va donner le micro. Donc qui veut s'exprimer en premier?
Moi, je vais porter la contradiction après. Il faut... Pourquoi, Bertrand? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Allez. Julien. Bonjour, on n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, tout simplement. Non, l'open innovation, c'est une forme d'innovation qui a démarré en 2012, mais ce n'est qu'une forme. L'innovation a toujours existé. Ça s'appelait de la R&D avant. Quand on est à l'extérieur, maintenant, on appelle ça open innovation. Quand on est en transverse, on appelle ça open innovation. Ce n'est rien de plus que de l'innovation sous une forme un peu élargie. OK. Quelqu'un d'autre? Philippe? Philippe. Alors, je crois que l'innovation de rupture, ou l'innovation proprement dite, dans la relation au labo, elle passe déjà par une période de rencontre. Alors, l'open innovation permet de créer ce cadre de rencontre. Alors, rencontrer, c'est aussi vouloir parler le langage de l'autre, être à l'écoute d'eux. Et c'est vrai qu'on crée des conditions pour favoriser cette écoute. On crée des conditions aussi pour favoriser cette traduction. Parler start-up, c'est pas parler corporate. Donc là, il y a des évolutions de langage à faire. D'accord. Il faudrait un qui soit contre ça. Ou pour. Non, moi je ne suis pas vraiment effectivement contre. Moi je pratique pas trop l'open innovation non plus, mais je pense que l'innovation de rupture, c'est pas uniquement par les technologies, ou c'est aussi par les usages. Et donc dans les usages, enfin l'innovation par les usages, c'est pas forcément par l'open innovation qu'on la trouve. D'accord. Quelqu'un d'autre? Hélène? Non? Manifestement, c'est une affirmation qui fait pas débat. Ouais. Voilà, on est tous d'accord et ça a été dit. Hein. Donc c'est une des manières d'innover. Oui, si voilà. D'accord. D'accord. OK. Donc dans Open Innovation, on veut dire que c'est effectivement ouvert et que chacun parle avec tout le monde et que c'est par ce biais-là qu'on peut innover, qu'il n'y aurait pas d'autre façon de faire. Ou à l'inverse. Est-ce que quelqu'un dans le public veut s'exprimer? Oui? En fait, on a commencé le débat sur le mot qui est répété 2 fois, innovation. Et en fait, pour moi, il faut poser un peu la définition du mot innovation. On le voit que comme sous l'angle un peu technique ou usage. Mais pour moi, un prof de marketing qui m'avait inspiré m'a dit innovation, c'est la manière un avantage compétitif qui nous démarque sur notre marché. Et donc en fait, je ne sais pas si on peut échanger sur ce mot-là, mais en fait, donc l'innovation n'existe que s'il y a une rencontre entre une demande et une offre et une demande. Et quand on fait de l'open innovation, effectivement, on accélère cette confrontation entre l'offre et la demande. Et si il n'y a pas que cette manière-là, effectivement. Mais pour moi, je ne sais pas si dans la salle on parle de la même chose en fait. Et je pense que le débat il est là. Est-ce que l'innovation, ou la considérer que sous l'angle économique, ou si c'est qu'un objet un peu extraterrestre qui fait que tiens, c'est un gadget intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de monde pour parler des gadgets. Par contre, en France, pour accéder au marché ou pour mettre sur le marché, c'est ça la complexité. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont prêtes à acheter de l'innovation. Et donc, moi, je vais faire cette petite aparté qui, pour moi, est un peu essentielle si on veut parler d'innovation. Il faut le regarder sous l'angle économique. Quelqu'un d'autre veut réagir? Allez, lancez-vous. Donc tout le monde est d'accord pour dire que l'open innovation n'est pas la seule solution pour faire de l'innovation de rupture. Ok, très bien, parfait. Donc, suivante. Alors, affirmation 2. Pour une entreprise, travailler avec des startups et des labos, c'est trop coûteux et ça prend trop de temps. Donc, qui est d'accord avec cette affirmation? Donc ça, c'est le vert. Qui est pas d'accord, c'est le rouge. Ah, il y a du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Ah, ça bouge. Donc, pas d'accord. Donc c'est facile, tu sais pas, Philippe. Ah, il y a la rivière du doute, là. Pour une entreprise, travailler avec des startups et des labos, c'est trop coûteux, ça prend trop de temps. Pas d'accord, donc ça veut dire que c'est facile. D'accord, ça veut dire que c'est pas simple. Donc là, vous savez pas. Ah, il y a du vert. Ah. Le vert peut venir... Le vert. Alors viens, hop.
Bien, donc je vais jouer un petit peu le contre-exemple. Il s'avère qu'aujourd'hui, quand vous faites partie d'un grand groupe, effectivement, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile de par l'organisation pour effectivement arriver à travailler avec des startups et des labos. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fin de compte, déjà, il faut qu'un fournisseur ou un prestataire soit référencé. Donc référencer un prestataire, dans le meilleur des cas, c'est 3 mois, voire ça peut prendre X mois. Et bien souvent, si vous voulez, ce que l'on attend d'une start-up ou d'un labo, c'est vraiment de se mettre en mode agile pour pouvoir, en fin de compte, réaliser très vite une expérience, une preuve de concept ou autre. Et en fin de compte, on est bien convaincu qu'en fait, c'est bien le bon modèle de travailler avec ces structures. Cependant, aujourd'hui, le fait est, et j'ai envie de dire, il suffit de regarder un petit peu le marché. Le fait est, c'est que rien n'est prévu pour justement faciliter ce travail-là. D'accord, c'est plus la partie temps que le coût en fait. En fin de compte, c'est tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de modèle organisationnel qui soit prévu pour très vite pouvoir passer ne serait-ce qu'une commande à une start-up. Et après, derrière, dans les modèles de paiement, et je pense que là, il y a vraiment une action, et là c'est un message que j'envoie très fort, il y a vraiment un message d'intelligence économique qu'il faut très vite arriver à capter. C'est qu'aujourd'hui, même dans les modèles de paiement, quand vous payez une structure à 60 jours, et si la start-up vous a fait ne serait-ce que 3 ou 6 000 euros de travail, 3 000 euros, c'est le coût de salaire homme d'un mois pour un gars qui travaille dans une start-up. Donc c'est complètement déconnecté avec donc les moyens de paiement ne sont pas en adéquation et les moyens contractuels ne le sont pas non plus. Je parle des grands groupes. Est-ce que ça fait évoluer la rivière du doute? C'est extrêmement juste. Moi, je travaille chez Orange et je travaille avec les startups. Ce qui est exprimé là sur la relation client-fournisseur est vrai. Au point que chez nous, on en a tellement compris la douleur pour les entrepreneurs qu'on a créé dans notre système informatique une case startup sur lequel, quand on la coche, il y a un business manager qui est affecté et qui s'engage en 3-4 semaines à payer, donc sous la barre des 60 jours, à payer le start-upper. On a mis un process industriel dessus parce qu'on avait cette difficulté-là, on les payait à plus de 60 jours, ce qui était une catastrophe. Moi, ce que j'aurais dit, c'est pour une entreprise, travailler avec des startups et des labos, c'est trop coûteux, ça prend trop de temps. C'est l'inverse. C'est pour les startups. Pour les startups, s'engager à travailler avec un grand groupe, ça prend fatalement beaucoup de temps et fatalement beaucoup d'argent. Donc il faut être très vigilant quand on s'engage à des démarches-là et bien l'aborder avec son grand groupe, savoir si on a les reins solides pour aller jusqu'au bout de la démarche. Philippe? Ouais, donc si je partage ce qui a été dit, par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'on y arrive quand même. Et que bon nombre de boîtes arrivent à le faire. Donc on a des exemples, moi j'ai plein d'exemples comme ça où ça a marché, où la start-up, alors que c'était son premier contrat, ça a été avec un grand groupe. Et simplement, voilà, on a eu comme ça a été dit avec la personne d'Orange, c'est qu'on a eu le grand groupe, leur corporate, qui a mis en place chez lui le cadre qui a permis de faciliter cette action-là. Parce que là on est sur l'engagement et la valeur. Au niveau de sa direction, il y avait un vrai engagement pour aller vers ce territoire qui est celui des startups. Après, en ce qui concerne, pour une entreprise, travailler avec des startups et des labos, c'est trop coûteux. C'est coûteux. Mais je dirais la valeur, peu importe. Par contre, c'est un cheminement. Aller vers une startup qui aujourd'hui sur de l'IA permet au grand groupe aussi de cheminer, de monter en compétences. Parce que sur ce sujet-là, il n'a pas l'habitude de le rencontrer. Et ça veut dire que ses collaborateurs vont aussi apprendre de cette rencontre. Et au-delà du but qui est de dire tiens, on va atteindre un objectif particulier ou un chantier particulier, le ROI il se fait aussi sur le fait que chacun a appris de l'autre. Et ça c'est très important, on arrive à le mettre en place. Et après, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Mais en même temps, si au bout on en retire de la valeur, bon, le temps on va peut-être le relativiser. Et côté start-up, eh bien, si elle n'arrive pas, je dirais, à engager suffisamment la commande, elle a d'autres moyens, par de l'accompagnement ou par d'autres clients de plus petite taille, d'attendre le moment. Et ça aussi, c'est un travail qui doit être mené, voilà, en disant il n'y a pas de bonne solution, simplement il faut être agile et pouvoir, à un moment donné, contrôler sa trésor, mais aussi aller au contact des grands groupes, c'est la crédibilité, mais aussi peut-être aller voir d'autres clients. J'ai un produit, peut-être que je dois commencer par du service et de l'accompagnement, parce qu'immédiatement, il n'arrive pas à se positionner. Ça me permet de comprendre la valeur que ça a chez l'autre. Voilà. Ça, c'est le principe de la start-up.
Et après, sur l'innovation, je suis d'accord, elle est d'usage, elle est technologique, et elle doit bailler les deux champs, ça c'est important. Élodie? Oui, je vais parler plutôt côté laboratoire, pas uniquement start-up. Donc moi, je travaille pour une société qui gère en fait les relations entreprises et laboratoires de recherche publique. Pardon. Donc coûteux, non, parce qu'il y a le CIR, il y a les chiffres, il y a la région qui finance aussi une partie des dépenses R&D des entreprises. Donc en fait, non, ça coûte pas cher, mais ça coûte moins cher pour certains d'externaliser la R&D dans les laboratoires de recherche publique plutôt que de le garder en interne. Et nous, l'accroissement des contrats de collaboration et notamment des tests chiffres montre qu'en fait, les grands groupes et les entreprises trouvent beaucoup d'avantages à venir faire la R&D dans les laboratoires de recherche publique. Donc coûteux, pas du tout. Le temps, la temporalité, c'est une des problématiques et le décalage qu'il peut y avoir entre les labos de recherche et les entreprises, parce qu'on n'est pas effectivement sur les mêmes temporalités et il faut se placer du côté des chercheurs qui sont dans un temps de recherche, donc avec des incertitudes, des hypothèses, et ça met du temps en fait d'aboutir à des résultats. Aujourd'hui, les grands groupes sont plus en adéquation avec la temporalité des labos de recherche, et quand ils viennent faire une test chiffre, donc ils sont bien dans la perspective de j'ai 3 ans pour aboutir à des résultats incertains, parce qu'on est dans une collaboration, donc c'est des moyens mis en œuvre pour essayer d'aboutir à un résultat, mais qui est tout à fait incertain, et ils acceptent ce temps de 3 ans pour éventuellement aboutir à quelque chose qui puisse pas être intégré tel quel dans leur process ou dans leur activité, mais qui peut donner lieu par la suite à plus de R&D applicative pour ensuite donner lieu à un produit ou à une amélioration du process. Donc la temporalité, oui, ça peut, mais pas que. Et le coût, là par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que ça coûte aux entreprises, ils y trouvent vraiment leur intérêt. Et moi, je suis sur la partie transfert, où on est sur des résultats qui sont déjà en fait issus des laboratoires et qui peuvent être intégrés relativement rapidement, donc dans une temporalité de 1 an à 2 ans, dans l'activité d'entreprise. Et là, on est sur des temps qui sont beaucoup plus courts que sur de la recherche pure. Allez-y. Alors moi, j'ai lu la question sous l'angle pas grande entreprise, en fait, puisqu'on parle d'entreprise, mais moi, mon client, c'est plutôt la PME-ETI, et la PME-ETI, sa difficulté avec les laboratoires de recherche, c'est effectivement la temporalité, je pense, qui est une difficulté. L'entreprise PME-ETI, elle doit aller vite, elle a des processus courts et ils ne sont pas toujours compatibles avec ce que les labos proposent. La start-up aussi, c'est un peu compliqué parce que la PME-ETI ne sait pas toujours ce qu'elle veut, elle a du mal à se projeter, comme on l'a dit ce matin, dans le futur, dans ces nouvelles technologies, ces innovations. Et donc ça prend beaucoup de temps de trouver la bonne solution pour l'entreprise. Et c'est quelque chose que les modèles économiques auxquels sont soumis les startups ont du mal à être confrontés en fait. Alors moi je dirige un centre de transfert technologique et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on ne pense pas assez souvent aux centres de transfert technologique. C'est des associations dont la mission numéro 1 c'est d'aider au transfert technologique vers les PME-ETI. Donc on est organisé pour répondre dans des délais courts avec une partie de notre activité qui est aussi financée par de l'argent public qui peut aussi rendre les choses plus faciles. On a accès à certains dispositifs de financement pour les entreprises qui travaillent avec nous. Donc moi je regrette qu'en France on ne parle pas assez souvent des CRT, des centres de transfert technologique pour le transfert technologique, alors que dans d'autres pays c'est des outils qui sont utilisés à beaucoup plus grande échelle. Et pour les PME-ETI, on est assez bien adapté à ces problématiques de temporalité et de coût. C'est la réflexion que je me faisais, parce que la lecture, c'est entreprise, ça ne veut pas dire forcément grand groupe. Et effectivement, quand on lit dans ce sens-là, on peut aussi penser que c'est plutôt l'inverse. Ça prend du temps pour une PME de travailler avec un labo ou une start-up et pas l'inverse. Oui, et juste pour compléter, en fait, on est aussi très en lien avec les laboratoires de recherche et le chercheur qui a du mal peut-être à être en contact direct avec certaines entreprises peut être utilisé de manière très ponctuelle sur ses compétences pures, alors que le reste du temps, on pourra aider l'entreprise pour avancer sur son projet sans forcément mobiliser un chercheur dont ce n'est pas forcément l'envie de travailler en direct avec l'entreprise. Bon, alors est-ce qu'on reste au milieu ou on bouge? Philippe.
J'essaie de faire en sorte qu'on puisse aller par là, mais... Tu vas? Oui, Hélène. Moi, j'ai indiqué que j'étais pas d'accord parce que ce qui a été dit est très juste en termes de prix. L'échelle de temps, elle est fondamentale, elle n'est pas la même pour tous. Et ce que vous venez de dire là, c'est très important aussi. C'est la manière de la médiation qu'il y a dans la relation entre l'entreprise, qu'elle soit, l'entreprise mature, on va dire, quelle que soit sa taille, qui sait ce dont elle a besoin. En tout cas, qui a un besoin, qui ne sait pas toujours bien l'exprimer, et la start-up ou le labo qui va pouvoir contribuer à construire une réponse. Et on est en plein on va dans de l'open innovation aussi là, en fait. On revient au sujet de tout à l'heure. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être en capacité, ce que font les centres de transfert, ce que font d'autres organismes, ce qu'on peut faire aussi nous, c'est d'accompagner cette relation, de bien comprendre que les échelles de temps, le rappeler, les échelles de temps sont différentes, les langages, les cultures sont différentes. Une start-up, elle s'arrache les cheveux quand elle entend qu'elle ne rentre pas dans la bonne case dans le référentiel fournisseur. Ça, c'est pas entendable parce qu'elle considère qu'elle a la solution au problème et qu'elle n'a pas 3 mois de trésor devant elle pour pouvoir travailler avec ce grand groupe. Donc toute cette médiation, elle est essentielle et je pense que c'est des choses qui sont en train de se construire aussi. Ok, peut-être un dernier d'accord. Qui c'est qui était vert? Tu as déjà parlé. Quelqu'un d'autre était vert? Non, moi j'ai même vision que Philippe. Moi c'est la vision start-up. Une start-up, faut qu'elle paye ses salaires à la fin du mois. L'entreprise, faut qu'elle atteigne son CA à la fin de l'année. Et puis les labos, faut qu'ils aient publié dans les 3 ans. Donc la temporalité n'est pas la même, effectivement. Mais on arrive quand même à trouver effectivement des raccourcis avec des incubateurs, des sociétés de transfert technologique. Donc moi je pense que je me suis mis du côté vert un peu de manière un peu polémique, mais parce qu'il ne faut pas se satisfaire de la situation actuelle. Typiquement, une entreprise, quand elle a un besoin, j'ai entendu quelque chose, c'était elle cherche la bonne solution. Mais moi, je peux vous dire, vous venez me voir, on teste la semaine prochaine, et dans 2 semaines, vous avez peut-être déjà trouvé une réponse à 50% de vos problèmes. Il ne faut pas chercher la bonne solution, il faut faire du test and learn. Il faut prendre les solutions qui existent, et déjà, vous pouvez peut-être couvrir 50, 60, 80% de vos besoins. Et la temporalité, elle est là, c'est qu'on ne veut pas prendre de risques. En fait, en France, on a une culture du risque qui est quand même, on a un problème avec ça. On ne veut pas échouer, donc on va passer du temps à chercher la bonne solution. Et pour moi, c'est pas le bon paradigme. Il faut qu'on trouve vite une solution pour pas mourir demain. Voilà, c'est tout. D'accord, mais là on touche un peu la notion de coût là. Merci. Pas d'autres réactions? On passe à l'affirmation suivante. Vous êtes prêts avec vos cartons? Les formations digitales ne sont pas adaptées aux besoins en transphonum des petites et moyennes entreprises. D'accord, pas d'accord, rivière du doute. Elles ne sont pas adaptées. Donc si elles ne sont pas adaptées, c'est là. Tu penses que c'est adapté? Ouais. Et inversement, si elles ne sont pas adaptées. Oula. Alors, d'accord, pas d'accord, le public? Neutre, rouge. Rouge. Je vois pas. Rouge. Neutre, un peu de vert. Un peu de neutre. Ah, rivière du doute, et un d'accord et un pas d'accord. Ok. Bon, ben, Philippe. Ouais, je me suis mis là parce que voilà. Mais alors, je dirais que les formations digitales ne sont pas adaptées. Je crois qu'elles peuvent évoluer dans le site. Donc, il y a de bonnes choses qu'il y a dans les formations digitales. Pour les petites et moyennes entreprises, je crois qu'aujourd'hui, la petite entreprise, on a parlé, c'est sur le fait qu'elle fait un parcours. C'est-à-dire, elle va évoluer dans sa transformation, dans son évolution. La formation, c'est un point parmi d'autres. Et il faut qu'elle comprenne où est sa valeur. Donc, que le dirigeant définisse sa vision, qu'à partir de là, il puisse renseigner ses métiers. Et là, petit à petit, on va voir si il doit intégrer, il doit sous-traiter, quelle est sa valeur ajoutée là-dessus. Donc, je crois que c'est plutôt le pilotage. Alors, la question que je poserais, c'est est-ce que c'est pour ça que je veux dire, tiens, c'est adapté, parce que le problème, c'est pas la formation pour moi, c'est peut-être plutôt la capacité du dirigeant d'entreprise ou de ses équipes à piloter
Donc avoir des repères, un peu de culture, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir amener l'avancée dans le domaine du digital. Marion, là, il y avait un jeune homme avec un carton rouge. Oui. Bonjour, moi j'ai voté carton rouge. Moi je pense qu'il existe aujourd'hui pas mal de formations adaptées aux petites et moyennes entreprises. Après la question c'est est-ce que ces entreprises-là sont capables et ont envie de se donner les moyens d'accéder à ces formations digitales pour l'ensemble des collaborateurs? Oui ou non, ça dépendra des entreprises. Mais c'est surtout au niveau du management qui, eux, vont forcer la main et permettre aux collaborateurs d'accéder à, on va dire, de multiples et variétés de formations digitales, numériques, innovation, qu'on est dans le thème, qui permettront aux collaborateurs de monter en compétences et eux-mêmes d'apporter aux nouveaux entrants ou à diverses personnes, que ce soit en externe ou en interne. Bah, du coup, on va donner le micro à votre autre collègue pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord et d'accord à la fois finalement, parce que la clé, c'est que les formations soient vraiment adaptées à l'humain. On voit trop je pense, de solutions de formation qui sont les mêmes ou dans lesquelles on projette en fait une vision de formateur en utilisant des outils numériques, sans se préoccuper finalement de ce qui va les utiliser et des capacités des utilisateurs à apprendre avec ces nouveaux outils. Donc je ne suis pas d'accord si vraiment on fait l'effort de personnaliser ces formations aux domaines qui sont appris. Il y a trop de solutions de formation, je pense, qui sont de type techno-push et où on met des choses qui ont un petit côté effet wow, mais qui en termes de perspicacité ou d'efficacité pour la formation ne sont pas adaptées. Donc à condition de bien travailler ce sujet de manière scientifique et qu'on se préoccupe des capacités de l'humain, non seulement à apprendre, mais aussi à supporter des solutions de type réalité virtuelle, réalité augmentée ou nouveaux outils numériques. Si on fait attention à ça, oui, effectivement, le numérique, les formations digitales peuvent être efficaces pour supporter la transfo-nu. Mais le dernier point, c'est aussi le pas à pas. Je pense que dans les innovations, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas forcément chercher. Moi, je pense qu'il faut se projeter sur des choses qui sont ambitieuses, mais il faut y aller petit à petit. Et c'est grâce à ces petits pas qu'on va pouvoir vérifier, et avec des outils de formation digitale, pourquoi pas, que ces petits pas sont acceptés par les utilisateurs et qui sont bien dans l'acceptation de ce qu'on leur propose. Il y a beaucoup de monde au milieu. Oui, la rivière du doute. À vous, Béatrice. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'innovation technologique. Moi, je me pose la question de l'innovation sociale. Aujourd'hui, est-ce que les formations digitales abordent ce thème-là? Parce que le numérique peut être aussi porteur d'innovation sociale. Innovation sociale technologique, innovation sociale organisationnelle. Moi, je me suis mis au milieu parce que c'est une vraie question. Aujourd'hui, quand on nous demande d'intervenir pour parler à des étudiants de cette innovation sociale, ça va être Sciences Po qui va nous contacter et pas forcément d'autres formations ou des formations digitales. Donc c'est plutôt un gros point d'interrogation de ma part sur cette question-là. Ok. Jean-Christophe, tu as peut-être un avis. Tu n'as pas d'avis. Tu doutes totalement. Ok. Quelqu'un d'autre sur la rivière du doute? Jean-Christophe. Mais on ne se casse pas sur un débat mouvant. Ah oui, alors il faut que vous vous rapprochiez, pardon. Alors mince, vous sortez du cadre. Tu es découvert. Ouais, mince, tu m'as vu. Non, moi l'enjeu, je le vois pas là, je le vois plutôt comment aujourd'hui on va chercher toutes ces petites entreprises qui sont assez éloignées justement de ces thématiques-là. J'ai fait travailler il n'y a pas très longtemps un artisan dans ma maison et il n'arrivait pas à me générer la facture à la fin. Il avait des problèmes avec son Excel, sa solution. Et alors écoute, on pourra faire une formation commune. Et ces gens-là aujourd'hui ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être formés à des choses très simples, des choses très opérationnelles pour eux. Ils n'ont pas ou peu le temps d'ailleurs à consacrer à cette formation-là. C'est pas un problème, à mon avis, moi, aujourd'hui, de formation en tant que telle, c'est un problème comment on peut les atteindre le plus rapidement possible, comment on arrive à les former sur les choses vraiment les plus essentielles, et
Et si on arrive à faire ça, c'est ce qu'essaie de faire ma Transfonum, si on arrive à faire ça, on aura gagné une partie du combat. Donc la réponse est plutôt oui, alors pour le coup. Ouais, je reste encore au milieu, je vais aller me recacher derrière Julien. Je suis encore interrogatif. D'accord, ok, parfait. Quelqu'un d'autre? Non? Dans le public? Julien, non, t'es sûr, je m'en mets derrière, on passe devant. Non? Ok. On passe à... Alors c'est à moi de parler encore, je crois. Alors, le monde de la recherche n'est pas organisé pour travailler avec les entreprises. Ils préfèrent développer leurs projets de leur côté. Donc, donc là, on repère assez vite. D'accord, pas d'accord? Je redis, le monde de la recherche n'est pas organisé pour travailler avec les entreprises. Ils préfèrent développer leurs projets de leur côté. D'accord, pas d'accord? Il y a du rouge, pas beaucoup de vert. Hein. Du doute? Du doute? On va commencer par Julien. Toi, tu es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis partiellement d'accord avec ça, parce que... Donc c'est le doute? Non, mais plutôt vraiment d'accord. En fait, l'important dans la recherche, c'est trouver, et parfois, c'est pas forcément d'industrialiser. Je m'explique. Si on bride la recherche en travaillant directement avec les entreprises, certes, ils vont être plus près d'un produit marché, mais peut-être qu'ils vont passer à côté de leur valeur fondamentale qui est de chercher. Si je ne suis pas assez clair, chez nous, on a organisé, chez Orange, d'un côté la recherche, et de l'autre côté, ce qu'on appelait le développement. Et la recherche travaille sur la normalisation, sur les choses très amont, et le développement travaille sur la conception de produits. Bien sûr qu'on prend des briques de la recherche et qu'on les industrialise. Bien sûr qu'on prend des normes issues de la recherche, du travail de lab, et qu'on industrialise. Mais ce n'est pas des mondes qui sont faits pour travailler main dans la main. Il y a plutôt un step de l'un, puis l'autre. Par contre, ça n'exclut pas les interactions. C'est pour ça que je suis partiellement d'accord. Il faut que les deux interagissent régulièrement pour ne pas chercher dans le désert, quoi. Ça ne fonctionne plus. Ah si, ça y est, ça fonctionne. Ok, donc une partie... Donc tu doutes, Bertrand, et puis après on prend à l'intérieur là, du... Je tu as les doute. personnes. Je doute parce que, mais je suis assez d'accord avec Julien en fait, c'est que le chercheur, c'est pas sa vocation vraiment première. On va trouver des profils qui ont vraiment envie de continuer leurs travaux et les amener vers l'industrie. Il y en a d'autres, c'est pas le cas et c'est pas forcément un problème. Il faut que les chercheurs soient libres dans leur thématique de recherche. Il faut qu'ils trouvent vraiment de quoi faire bien leur boulot, c'est-à-dire de trouver des solutions nouvelles. Donc je pense qu'il faut trouver, il ne faut pas reprocher ça, je pense, il faut encourager ceux qui le font, et pour ceux qui ne le font pas, il faut essayer de créer des ponts. Alors la SAT le fait, nous on essaie de le faire aussi, l'Estia aussi, ou d'autres encore, ici je viens d'oublier, d'essayer de compléter le dispositif pour qu'il y ait vraiment un continuum, mais on ne peut pas forcément reprocher à un chercheur qui est vraiment performant dans sa recherche de ne pas essayer de la diffuser vers l'industrie. Ok. Vous étiez rouge, je crois. Hein. Donc une contribution ici. Bonjour, moi je travaille à l'Université de Bordeaux au service de l'innovation et de la relation entreprise. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Peut-être que le chercheur n'est pas obligé d'avoir envie de travailler avec l'entreprise. Mais là la question c'était plus sur est-ce que la recherche est organisée pour. Donc en gros est-ce qu'on laisse la possibilité à ceux qui ont une appétence pour aller vers le monde industriel d'y aller. Et donc effectivement je pense que oui, on est organisé pour. En tout cas pour répondre à la demande qui vient des chercheurs qui ont envie, notamment par rapport à ce que disait Elodie donc tout à l'heure avec la SAT, mais même en interne par exemple à l'Université de Bordeaux, on a ce service de l'innovation et du partenariat entreprise qui existe, on a un fonds de prématuration qui a vocation à aider les chercheurs qui ont envie de porter des projets d'innovants, de lancer leur recherche vers le marché, on a des chargés d'affaires comme moi qui sont là pour les accompagner dans cette dynamique-là, on a un bureau responsable à part entière de la relation entreprise, donc effectivement, on ne s'en contente pas, on a toujours des recherches en interne pour optimiser cette organisation-là, mais le fait est que cette organisation, elle existe, elle progresse, elle monte en compétences, on est dans les clusters, on est dans les pôles de compétitivité, et on accompagne ça, et donc moi je pense que si, quand même, le monde de la recherche, en tout cas, s'il n'est pas complètement organisé, il s'organise de plus en plus, et ça commence à être performant, et en tout cas, ça porte ses fruits, et on a des jolis projets qui en sortent. Donc si, je pense que le monde de la recherche est organisé pour travailler de plus en plus avec les entreprises. Bon, j'ai donné un bâton pour me faire battre, mais je voudrais un autre verre. Qui c'est qui avait mis un carton vert là?
Personne? Trang, d'un avis? Moi, j'ai pas mis un carton vert, hein, j'ai mis un carton rouge. Parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a un objectif de la recherche qui est de travailler très en amont, avec un rythme différent, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas organisés justement pour travailler avec les entreprises. Et alors moi, je suis chez Thales, on collabore, je pense, plutôt pas mal avec un certain nombre de labos. Et donc, dans les faits, ça marche. Parfait. Mais grands groupes, est-ce qu'il y a une PME qui aurait un avis différent? Alors, je ne suis pas une PME, mais sur le sujet de la R&D sociale, en tout cas, il y a des ponts qui se créent entre ces deux mondes avec un outil pédagogique que nous, on a aidé à créer avec la chaire Chrysalide, Elix, la CRES, pour que entreprises et labos parlent aussi le même vocabulaire dans leur collaboration. Et ensuite, on voit notamment à l'Université de Poitiers, il y a un laboratoire commun sur l'innovation sociale qui a été inauguré le mois dernier avec la Scope Elix qui est basée sur Bordeaux. Donc il y a des ponts qui se créent, il y a des éléments de langage aussi qui se partagent et je pense que, comme le disait Charlotte, ça va s'améliorer. Donc c'est pas, ça s'organise en tout cas. Progrette. Juste, okay. Oui, sur l'organisation, et là je rejoins Charlotte, puisque moi je suis en prise directe avec les entreprises et les laboratoires. Donc nous, on est une structure privée qui gère tout ce qui est propriété intellectuelle et valorisation des travaux de recherche, enfin des résultats. Alors à la fois, il y a la partie partenariat qui est sur les collaborations, donc la partie très amont et de la recherche finalement pas appliquée, qui peut être de la recherche fondamentale, et après sur la recherche plus applicative, avec effectivement le transfert de technologies. Et là où je suis d'accord et pas d'accord, c'est qu'effectivement, la valorisation des résultats, on n'oblige pas un chercheur à faire du transfert de technologie et à travailler avec une entreprise. Donc effectivement, il y a toute une partie des chercheurs des laboratoires de recherche publique qu'on n'atteindra pas sur le volet valorisation, mais qui par contre participent activement avec les fameuses publications scientifiques. Alors là, c'est un petit peu... je dirais que c'est un peu une image grossière du chercheur qui ne pense qu'à ses publications. Aujourd'hui, quand il participe au dépôt d'un brevet, c'est équivalent à une publication de rang A. Et en fait, du coup, la valorisation par la propriété intellectuelle, par le transfert de technologie, par les collaborations de recherche sont valorisées dans sa carrière scientifique. Donc il y a ça aussi qui participe activement à la relation et à l'organisation en fait, de la relation entreprise et laboratoire. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, on n'oblige pas le chercheur à travailler avec une entreprise. Donc il y a un travail très recherche fondamentale qui reste dans les laboratoires. Et après, s'il y a une opportunité, aujourd'hui, les chercheurs sont extrêmement ouverts à saisir une opportunité de travailler avec une entreprise. Donc il y a une forte organisation et surtout un changement. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la valorisation. Il y a 10 ans, on n'était pas les bienvenus dans les laboratoires de recherche. Disons qu'on était les pénibles qui leur disaient non, ne publiez pas parce qu'il faut déposer un brevet, donc il faut que ce soit nouveau, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même relation. Les chercheurs viennent vers nous et sont plutôt enclins à dire attends, mon invention, est-ce que là, il n'y aurait pas moyen de breveter, etc. Donc on n'est plus du tout dans la même relation et il y a une organisation avec effectivement UB Innovation, les SAT, etc. Et en plus, il y a un changement de perception du chercheur pour la valorisation et le travail avec les entreprises. Ok, bon, je crois qu'on a la réponse. Philippe Ouais, juste un retour d'expérience. Alors je reviens 10 ans en arrière. À l'époque, je m'occupais d'un sujet qui était valoriser les travaux de recherche sur les propriétés psychosensorielles des matériaux. Et on m'avait dit, va vendre ça aux PME. Donc voilà, au départ, c'était pas gagné. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, il faut une immersion. Et la PME viendra que si en face, j'ai des clients potentiels. Donc j'ai commencé déjà à travailler la relation laboratoire corporate. Donc là, c'est quoi? On va faire des post-docs. Mais pour que des gens partent sur des post-docs, je me suis dit, il faut qu'ils soient déjà très en amont au niveau de thèse. Et à ce moment-là, parce qu'une thèse, ça permet pendant 3 ans de faire plein de résultats intermédiaires. Et par contre, ce qu'il me fallait, c'était l'industriel qui était capable de se projeter. Et là, j'en reviens à dire que c'est peut-être le monde de l'entreprise qui n'est pas organisé pour travailler avec les labos. Ah.
Alors, effectivement, c'est une question de référentiel, tu as raison. Et là, c'est ce qui s'était passé, sauf que j'ai trouvé un individu qui, lui, s'est projeté. C'est-à-dire, sur des résultats de recherche fondamentale, il a réussi à identifier des sujets sur lesquels il pouvait y avoir de la valorisation. Alors là, bon, on n'a rien avec un postdoc et qui va travailler sur le sujet. Et en parallèle, à ce moment-là, j'ai été chercher la PME, qui elle a dit, bah, si le client, là, le prospect potentiel, il dit d'aller là, ben, moi, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Par contre, j'ai la compétence pour m'associer à ce projet. Et c'est comme ça qu'on a pu construire. Et je crois qu'aujourd'hui, cet exemple-là, il se reproduit plein de fois. Et là, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les choses se font assez régulièrement et plus facilement par les structures se sont organisées. Donc c'est organisé, c'est ça la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est avant tout une histoire d'individu. Si les gens ont envie de le faire, ça se fera. Organisation et volonté. Marion, à toi de jouer. Alors, prochaine affirmation. Alors, celle-là, je la squeeze. Je vais passer à une autre. Les startups ont l'agilité dans leur ADN. C'est plus facile pour elles de disrupter un marché et ou un modèle. D'accord, pas d'accord, rivière du doute. Dans le public aussi, les petits cartons. Il faudra du rouge, hein, parce que si tout le monde va vers le vert. Ouais, je suis vraiment assez d'accord avec ça. Je ne sais plus de qui c'est. Hein. Il y a un théoricien qui a parlé du dilemme de l'innovateur. Je ne me rappelle plus. Mais pour les grands groupes, c'est assez vrai. Il y a un vrai dilemme là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez un centre de profit historique qui rapporte beaucoup d'argent, c'est extrêmement dur de le tuer en interne pour passer sur une rupture d'innovation et prendre un nouveau centre de profit qui démarre à zéro. Et ça permet aux jeunes entrepreneurs qui, eux, n'ont pas cette pénibilité de gérer dans le temps des profits les uns vis-à-vis des autres, de pouvoir se lancer dans les marchés. Typiquement, chez Orange, c'est normal que la box soit arrivée chez Free et pas chez Orange. C'est normal que la téléphonie sur Internet soit arrivée chez nos concurrents en premier avant d'arriver chez nous. La téléphonie fixe nous rapportait des millions d'euros. Donc tuer la téléphonie fixe pour passer à la téléphonie sur IP, c'était condamner un centre de profit immédiat et rentable pour un centre de profit hypothétique à moyen long terme. On n'est pas capable de faire ça. Le directeur financier, lui, s'arrête. Lui, il regarde ce qui rentre au mois. Alors qu'une start-up plus agile, un groupe plus agile qui arrive sur ce nouveau marché, n'a pas cet historique-là à gérer. Et donc, par définition, la start-up ont une agilité dans leur ADN qui est structurelle, fatalement. Fatalement. D'autres dans les d'accord? Je ne vais pas dire plus, donc... Non. Alors du coup, Elodie, rivière du doute. Alors que structurellement, ils soient plus agiles, mais ça c'est juste effectivement parce qu'ils sont moins nombreux, c'est moins lourd, etc. Mais après, c'est sur le côté disruptif. Une start-up n'est pas forcément disruptive. Parfois, elle cherche des marchés relativement, je dirais, classiques et à trouver sa part de marché ou carrément, elle ne sait même pas vraiment le secteur de marché vers lequel elle va aller. Donc, oui, ils sont plus agiles pour, à la limite, changer rapidement de marché quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas sur le bon. Mais de là à disrupter forcément, pour moi, pas forcément. Voilà, il y a oui et non, parce que oui, ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Et pour accompagner aussi un certain nombre de startups, on n'est pas forcément sur uniquement du disruptif qui vont révolutionner un marché. Souvent, finalement, ils font la même chose d'une manière un peu différente, mais il n'y a pas de disruption en tant que telle. J'ai un autre carton rouge là. Oui, bonjour. Je vous rejoins un petit peu. Les startups ne sont pas forcément toujours disruptives, voire parfois elles s'installent assez rapidement dans une logique de marché traditionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont être disruptives une fois, et après, assez vite, on est installé quand même dans un système où, si on a trouvé une rente de marché, on va essayer d'y rester. L'autre phénomène, c'est que l'agilité, oui, on l'a dans une start-up parce que c'est une entreprise jeune avec une logique d'innovation, mais on l'a dans des PME. Je veux dire, avant que les startups, le grand modèle de la start-up existe, on avait des PME de niche qui se disaient tiens, j'ai un grand groupe à côté, il y a un petit truc qui traîne, je vois le petit morceau, je m'engouffre dans le petit morceau et je vais bosser sur le petit morceau sans être attribué de la logique start-up, des fois même des PME historiques qui se sont réaffectées dans notre marché. Ok. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation, parce que je pense qu'il y a, pour disrupter un modèle, il y a aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont bons sur ça.
Et ce n'est pas lié à leur agilité, c'est lié à leur capacité à travailler en collaboration et en coopération avec des acteurs divers. Quand on voit aujourd'hui le format de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, ça permet de disrupter certains modèles, ça permet de réinventer des nouvelles manières de créer de la valeur économique et sociale. Et c'est vrai que c'est... Il n'y a pas que les startups. Et après, sur disrupter un marché, peut-être qu'il n'y a que les startups qui ont cette capacité-là, mais c'est aussi parce qu'elles ont une capacité à gérer le risque que n'ont pas ou plus les PME quand elles ont atteint 30 salariés, 25 ans d'existence et il y a un ancrage territorial important. Donc je pense qu'il faut aussi penser à ça. Ok. Non, d'autres veulent compléter? Non, le public? Ah. Ouais, juste en complément, si on regarde par exemple des Airbnb ou des gens comme ça, là où ils ont dit qu'ils ont, on peut dire qu'ils ont disrupté, c'est qu'ils ont inventé une idée qui a répondu à une problématique. Le client n'était pas connu au départ. Et dans la start-up, ce qui est important, c'est qu'au départ, client, on va voir, on ne sait pas encore. Produit, on ne sait pas encore ce qu'on va proposer. Canaux de distribution, on ne sait pas. D'ailleurs, on a des clients et des utilisateurs. Ce qui veut dire qu'on a une problématique. Ils ont une problématique avec laquelle ils veulent répondre. Ils veulent changer quelque chose. Après, qui va être concerné directement, c'est à affiner. Qui va payer ce service-là, ça doit être encore affiné. Comment apporter ce service, ça va être affiné. Et quel va être ce service aussi. Et c'est là où on a vraiment une innovation disruptive. Ce qui s'est passé pour Airbnb, par exemple, ou d'autres qu'on connaît, qui sont des grands aujourd'hui. Voilà, c'est là où on peut dire c'est plus facile peut-être dans un modèle start-up quand il n'y a rien au départ, on n'a même pas un premier client de pouvoir partir sur du disruptif. Par contre, l'innovation peut être aussi dans les entreprises, dans les PME, mais là on parle de disruptif. Ok, on a encore un carton rouge. Bonsoir. On peut déjà dire bonsoir à cette heure-ci. Je pense qu'il y a aussi plein d'exemples de grands groupes qui ont su être disruptifs juste parce qu'ils avaient une volonté à leur tête de gens qui voulaient créer un nouveau produit. Et même s'ils avaient déjà des belles rentes financières, je pense quand Sony a créé le Walkman, ils avaient déjà plein de produits qui gagnaient de l'argent, mais un jour ils ont dit tiens, on va créer un truc nouveau. Et quand Apple a créé l'iPhone, ils avaient aussi plein. Cela dit, ils gagnaient peut-être moins qu'à une époque, mais ils gagnaient encore bien leur vie. Ils ont créé un nouveau produit. Et pour répondre à ce que vous dites, ils n'ont pas vraiment attendu que les clients émettent un besoin. Ils ont dit tiens, vous savez pas encore ce dont vous avez besoin, mais je vais vous expliquer. Vous allez découvrir un produit auquel moi j'ai pensé, dont plus personne ne va pouvoir se passer. Et après, ils ont fait la tablette dans la foulée. Donc c'est plus une volonté de dirigeants ou de personnalités de créer l'innovation. Et ils peuvent le faire en créant un nouveau centre de profit au sein d'une société qui marche déjà très bien. Ou effectivement, après, il y a la démarche classique ex nihilo dans une start-up. Mais c'est plus une question de personne, à mon avis, qu'une question de structure d'entreprise qui empêche vraiment de le faire. Et là, je suis d'accord avec vous. Vous parlez de leader. Je crois que chez Sony, pour le Walkman à l'époque, c'est carrément le président du groupe, qui est le fondateur, qui a dit, d'après la légende de l'histoire, je ne sais pas trop. Joue au golf. Ouais, qui a dit on va développer le Walkman. Et il a réussi à convaincre ses équipes qu'il fallait aller sur ce marché-là parce qu'il y avait une attente, il y avait un public pour ça. Voilà, et je crois que pour l'iPhone, un peu pareil, c'est qu'on a un leader au départ qui dit allez, moi je suis prêt à prendre le risque, je l'assume. Voilà, je suis en haut, je prends le risque, je l'assume, et on va aller là-dedans. Bon, il faut que tu changes de côté, Philippe. Ok. Donc peut-être une dernière question, c'est ça? Peut-être pas. Peut-être pas, on n'a même pas le temps. Ouais, allez, go, on y va. Dernière, alors, en transformation numérique... Non, c'était 7, c'était bien. En transformation numérique, l'innovation se doit d'être technologique avant même d'être un changement de modèle et ou centré sur des usages. Ça, c'est intéressant. Donc, d'accord, pas d'accord? Oui, il y a beaucoup de rouge, là. Bon, ben c'est clair, je pense qu'on... Alors, qui n'a pas parlé? Monsieur, vous n'avez pas parlé? Non? Pas sur le sujet. Là-bas, ils ont déjà eu. Allez, Philippe? Oui? Ben, moi, je ne peux être que pas d'accord parce que la transformation numérique, justement, si on veut vraiment aller droit dans le mur et la planter, ben, il faut effectivement se passer des acteurs. Il faut se passer de la transformation culturelle. Et là, on est certain de ne pas aboutir. Voilà. Par contre, la contraposée donne entière satisfaction. D'accord, il aurait fallu un verre pour conclure. Pas de verre. Bon.
Alors un rouge, une rouge peut-être. Si, chaque. Non, mais là, je ne peux pas être d'accord avec ça. L'innovation, elle vient de la compréhension du métier, la compréhension du process, de mettre l'utilisateur au cœur, de pouvoir mieux le servir et l'aider à faire son métier. Donc, non, ça vient surtout, enfin, pas surtout d'ailleurs, mais ça vient aussi des usages et des fonctionnements des métiers. Oui, oui. La technologie se met au service. Elle n'est pas le point de départ. Ok, ça c'est clair. Donc je pense qu'il y a consensus sur le sujet. Donc Marion, Oui. je sais pas, on est Bah, censé donc, finir. on va s'arrêter là. On va remercier du coup Nos orateurs. voilà, nos orateurs, les acteurs oratrices. de ce débat mouvant. En fait, c'est un exercice aussi qui permet de vous montrer que on a tous des avis différents et quand on argumente et qu'on s'écoute les uns les autres, en fait, ça permet aussi d'étayer un sujet et un propos. Alors juste, vous nous consacrez encore 5 minutes avec Antoine et comme ça s'est passé ce matin, nous, on n'aime pas trop finir comme ça. En fait, on vous apporte quelques chiffres Ah oui, ça, clés c'est en fait, intéressant. pour éclairer en fait, ce débat. Donc les premiers chiffres clés qu'on avait envie de partager avec vous, c'était la capacité d'innovation en France. Donc il faut savoir que la France est le 16e pays le plus innovant de la planète. Et donc ça, c'est une donnée c'est un indice mondial de l'innovation. Voilà, et que le premier pays Alors, on pourrait innovant, poser c'est la là. question, On peut qui vous- connaît le premier pays innovateur dans le monde? Une idée? Au hasard? C'est en Europe? En Asie? La Corée? Non, pas la Corée. Pas la Corée. C'est en Europe. C'est en Europe, oui. C'est pas très loin. Il n'y a hein. pas de mauvaise réponse, on l'a dit, hein, avec des bonnes idées. L'Allemagne, non. C'est plus petit. La Suisse, exactement. Parce que effectivement, on est là dans l'innovation numérique, mais l'innovation n'est pas que numérique. Donc en Suisse, vous savez, il y a des grands labos, il y a beaucoup de techno, mais il y a aussi de l'innovation qui n'est pas seulement numérique. Oui, c'était étonnant. Moi aussi, hein, je me suis fait piéger. Effectivement, il y a la Suisse, je crois, dans le tête, il y a la Suède, il y a les Pays-Bas, les États-Unis, Singapour. Voilà, il y a un certain nombre de pays qu'on n'a pas forcément dans le scope. Et donc dans cette étude, ils disent qu'il y a un faible taux de dépôt de brevets par rapport à la richesse nationale en France, que les investissements en recherche et développement, que c'est plutôt bien noté dans les entreprises et les infrastructures en télécommunications, et soulever la qualité des universités et la recherche française et saluer. Alors, tu avais mis la ressource, c'est intéressant, hein, vous pouvez aller voir la ressource concernant le classement. Voilà, vous le retrouverez assez facilement sur le web. Il y a 80 critères, je crois, ce qui permet de donner effectivement un classement qui est assez bien fait. Ah pardon, c'est à moi de parler là. Collaboration grand groupe et start-up. Là, c'est difficile à dire là. La relation entre jeunes et grandes entreprises s'est approfondie avec 87% d'alliances en 2019 contre 79% en 2017. Donc ça veut dire, ça d'ailleurs illustre une des réponses tout à l'heure sur l'organisation effectivement dans le transfert entre la recherche et les entreprises et l'industrie. Les principaux types d'interactions sont les relations commerciales, 90%, les partenariats commerciaux dédiés, 41%, les événements, les prix dédiés aux jeunes entreprises, 38%. Les sources d'insatisfaction sont le caractère chronophage de la relation, donc ça reboucle avec les questions du début, donc 16%. Le mauvais processus de collaboration, c'est pareil, on a abordé le sujet tout à l'heure, 18%. Et le dernier point, c'était la partie temps, lenteur des prises de décision. Et 87% des grandes entreprises déclarent que ces collaborations ont un impact fort pour elles. Progression dans la mobilisation des collaborateurs, ça a été évoqué aussi. Simplification des processus aussi. Et capacité à industrialiser après la phase pilote, le célèbre POC. Et les derniers chiffres clés, il faut savoir qu'ils sont issus, ces deux slides de l'étude 2019 David avec Goliath, qui est plutôt bien fait, je vous la conseille de la lire. Il y a plein d'éclairages, il y a des témoignages d'entreprises.
Et du coup, il y a aussi un petit focus sur cette fois-ci, donc sur l'étude 2019, ce qu'ils n'avaient pas fait 3 ans auparavant, entre la collaboration ETI et start-up. Et du coup, c'était aussi intéressant pour nous de l'évoquer, parce qu'on était sur le monde de l'entreprise et pas essentiellement en grand groupe. Donc, il disait que si 87% des jeunes entreprises ont travaillé avec des grands groupes, plus des 3/4 disent avoir interagi avec des ETI, et elles bénéficient, selon elles, d'une image plus positive. En fait, ils disent qu'il y a des fortes complémentarités avec une plus grande compréhension mutuelle. Et les principaux, pour une start-up, une jeune entreprise, les principaux avantages de collaborer avec des ETI, c'est leur activité, leur agilité, leur rapidité, leur pragmatisme et aussi un certain esprit entrepreneurial dans lequel ils se retrouvent. Voilà, on vous remercie d'avoir participé à ce débat mouvant. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, et puis vous pouvez échanger entre vous si vous voulez pour continuer la conversation.